bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. Et nous nous retrouvions pour parler d'un show, et ce show en question auquel on va parler, ce sera du côté de la AEW. Oui, c'est de ça auquel on va s'attaquer, vu comment ce show de la AEW s'est déroulé à Montréal, Québec, au Canada, et que ce show s'intitule tout simplement AEW Redemption 2026. Et oui, c'est de ça auquel on va s'attaquer aujourd'hui. Je sais pas quoi en penser de ce show, si ce n'est que je pourrais dire que la plupart des matchs sont bons, mais en fin de compte, certes, il y a quelques matchs qui sont bons, mais est-ce que tout l'entièreté du show est tellement bon? Je ne pense pas. Je veux pas dire que c'était de la merde absolue. Disons que ce show est plutôt un peu mal buildé, un peu catastrophique. Mais est-ce que c'est le pire show de tous les temps ou le meilleur show de tous les temps? Ça, je sais pas vous en dire un peu plus, hein, si ce n'est que j'ai regardé avec grande attention, essayé de m'investir du mieux que je peux, mais il y a des trucs que je sais pas quoi en dire, hein, là-dessus sur ce show Rédemption. Mais ce que je pourrais dire un peu de positif, c'est que un abonné à moi nommé Pierre-Paul s'est rendu du côté de la AEW Rédemption et qu'il était avec son cousin à lui et qu'il m'avait déjà enfin il m'avait déjà donné l'idée de parler des espèces de pancartes auxquelles il avait idée de les faire apparaître dans le show. Mais sauf que je t'ai pas retrouvé dans le show, mais j'espère que tu étais présent et que tu as forcément aimé le show. Enfin, encore plus sur place que derrière ton écran. Parce que, je peux te dire, j'essaie de m'investir à fond pour regarder le show attentivement et de l'apprécier du mieux que je peux, mais il y a quelques trucs qui sont un peu pas passés que j'ai un peu du mal à trop exprimer sur ça. Mais je vais essayer du mieux que je peux et que j'espère que tu écoutes attentivement cette vidéo et que tu me regardes, j'espère. Enfin, que tu regardes cette vidéo. Mais en tout cas, si tu t'es bien éclaté, bah, je suis un peu content pour toi. Il y a pas à dire, je suis content pour toi que tu aies pu apprécier. Mais bon, je pense que je vais parler maintenant du show parce que j'ai pas envie de trop vous faire mariner. Alors, tout ce que je pourrais dire, pas mal de trucs s'en est suivi, notamment dans le pré-show Countdown Zero Hour Be-In, notamment la promo de Matt Menard qui nous souhaite tous la bienvenue à Montréal, Québec, au Canada, et qui nous introduisent les Rougeaux, et que je crois que c'est Raymond qui va commencer à dire merci à Tony Khan, merci à la EW, merci aux fans du catch du monde entier, notamment aux fans québécois, tout simplement d'avoir une bonne ovation de ce soir et que pour eux c'est tout ce qui compte le plus. Puis après, quand c'est au tour de Raymond de parler qu'il a terminé, ce sera au tour de Jacques Rougeau qui va commencer à prendre la parole et que c'est un peu mitigé envers lui. Il y a un mélange de hurrah et de sifflet. Et pourtant, il va nous citer un message orageux qui va tout simplement dire d'aller lui embrasser ses fesses. Et après nous avoir bien nous envoyé, nous faire voir aux haters et bien nous faire bien voir du côté des, de ceux qui les encouragent, eh bien on nous demande d'allumer le flashlight pour qu'on chante tous à l'audition olé, 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 olé. Et du coup j'étais en mode ah bon? El Matador fait ses débuts officiels à la EW. Ah non, c'est pas El Matador, c'est sûrement El Generico. Il fait son retour dans le monde du catch. Il fait ses débuts officiels à la EW. Oh, c'est très excitant. Il va peut-être voler la vedette. Qui sait devenir un grand champion à l'avenir à la EW? Bien sûr, ce n'est pas du tout le cas. Et que non, ce n'est pas un chant pour El Generico, même si cette chanson nous fait beaucoup penser à lui. Mais non, parce que vous savez très bien que El Generico, il est du côté de la WWE. Et bien sûr, on sait qui c'est, on sait que c'est Sami Zayn. Mais bon, est-ce que ça vaut la peine de trop en parler là-dessus? Bah non, vu comment tout ce que je sais, l'ambiance va être coupée lorsque la musique de Don Callis retentit, mais ce n'est pas Don Callis qui est là pour les casser l'ambiance,
pour les casser les burnes, quoi. Mais c'est Rocky Romero qui va tout simplement gâcher la fête en taclant Matt Menard, Raymond Rougeau et surtout Jacques Rougeau. Notamment lorsqu'il a fait une référence, si j'avais un rouleau de pièces, je t'aurais mis KO direct. Mais sauf que c'est Rocky Romero qui se fait mettre KO par Jacques, et même par Raymond Rougeau et par Matt Menard, avant d'être envoyé par-dessus la troisième corde. Et ça permet aux Rougeau et Matt Menard de célébrer avec le public québécoise. Et du coup, voilà comment c'est la fin de ce segment. Oui, parce que pour rappel, apparemment, il y avait une bagarre en coulisses dans les années 80 ou 90, enfin 80, 90, enfin 80 et 90. Je sais pas si c'est l'un des périodes là, mais tout ce que je sais, Jacques avait un différend avec Dynamite Kid et qui voulait lui casser la figure. Et c'est comme ça comment il avait prévu un rouleau de pièces pour lui casser la figure à Dynamite Kid qui lui cassa 4 dents. Mais ça, je suis sûr que beaucoup et certains d'entre vous ne le saviez pas. À part ceux qui adorent écouter et entendre l'histoire du catch, notamment de ce qui se passait en coulisses. Et oui, donc c'est tout ce que je pourrais en dire là-dessus. Tout ce que je pourrais en dire, dans la carte de rédemption, il n'y a que 11 matchs. Et du coup, il y en a un dans le pré-show. Et du coup, le premier match du pré-show, c'est un match pour les titres du monde par équipe des trios, donc un match à 6 si on peut qualifier ça comme ça, avec déjà la première équipe, la conglomération, équipe composée de Orange Cassidy et du Paragon, indisputé de Era, indisputé de... enfin Elite Era quoi, indisputé de Kingdom, et j'en passe des trucs qui s'en suivent. Donc Roderick Strong et Kyle O'Reilly contre The Lethal Twist, donc équipe composée de Jay Lethal, Blake Christian et de Lee Johnson. Alors, sans compter le poids mort qu'il y a dans le match, et le poids mort c'est Orange Cassidy, sinon le reste ça peut passer. Mais est-ce qu'on a quelque chose à faire de tout cela dans ce match? Pas forcément du tout en vrai, hein. Si ce n'est que ce qu'on pourrait retenir, c'est que le titre est en jeu. Qu'est-ce qu'on en a à battre que le titre soit en jeu? Donc bien sûr le titre trio, et qu'on se dit, ah bon, il existe encore? C'est comme le titre Ring of Honor à 6, ça existe encore. Le titre 6 de NJPW, ça existe encore. Et le titre 6 de la CMLL qui existe toujours. Ok. Ok, j'ai rien d'autre à dire. Si ce n'est que c'est victoire de la conglomération. Ok, super. Qu'est-ce qu'on en a vraiment à faire de tout cela? Pas grand-chose. Et que c'est la fin de ce match, si ce n'est que on passe au match suivant. C'est le match numéro 2. Et du coup, la stipulation, c'est un match à 6 de l'échelle pour déterminer le prétendant numéro 1 pour le titre international de la AEW. Et du coup, les participants sont tout simplement Speedball Mike Bailey. Bien sûr, il y a le deuxième, c'est Jungle Jack Perry, le troisième, The Beast Mortos, le quatrième, Commander, le cinquième, Nick Wayne, et le sixième, El Clone. Donc, après que chacun d'entre eux ont effectué leur entrée lors du pré-show, avant que ce soit le début officiel du show d'AEW, qu'est-ce que je pourrais dire dans ce match? Ce n'est que ça a été une succession de Spotfest. Oui, ça a été qu'une succession de Spotfest auxquels on a eu des moves certes impressionnants, voire même dangereux. Mais est-ce que ça vaut la peine de se détruire pour autant en sachant qu'en se détruisant pour de vrai, tu raccourcis ta carrière de plus en plus? Et du coup, c'est pas la peine de trop m'y attarder dessus, ce n'est que celui qui va sortir du lot dans ce match, c'est l'enfant du pays, hein, c'est Mike Bailey. Car après s'être débarrassé de la plupart des catcheurs, notamment de celui qui va le détruire avec sa Ultima Weapon, donc Beast Mortos, après l'avoir détruit, il commence à gravir les échelons et à capturer le contrat. Donc c'est lui qui chope le contrat et qui remporte le match. Donc victoire de Mike Bailey, qui a une chance pour le titre international de l'AEW. Et auquel maintenant ça va se jouer entre Kyle Fletcher ou Bandido qui remporte le titre ou qui reste toujours champion. Enfin bref. Donc maintenant je passe au match numéro 3. Et le match numéro 3 c'est un match par équipe seulement. Là où il n'y a pas d'enjeu. Si ce n'est que
Je cite les deux équipes. Donc le premier, c'est les Young Bucks, Matt Jackson et Nick Jackson, vous les connaissez sûrement bien, contre les Death Riders, donc équipe composée de Jon Moxley et de Will Ospreay, accompagné par Marina Shafir. Ce match, je sais pas ce qu'il voulait raconter. Parce que franchement, je vais vous dire de ce que j'en ai pensé. Il y a un moment dans le match auquel il y a Nick Jackson et Will Ospreay qui vont... à un moment donné, je sais même pas si c'était un accident ou est-ce que c'était voulu dans l'histoire, mais ils vont se rentrer dans tête contre tête. Et à tel point que... Est-ce que c'était de la vente ou juste une douleur, une commotion réelle au niveau du crâne? Juste un coup derrière la tête? Enfin, juste un coup sous la tête complet, quoi. Franchement, je sais pas quoi en dire là-dessus, hein. Ce n'est que, est-ce que c'est de la vente? Parce que je vais vous dire de ce que je pense des Young Bucks, et ça je le dis et je le pense depuis le début et auquel je ne change pas d'avis à propos de eux. Tout ce que je sais, eux, ce sont que des spécialistes des cabrioles, comme ce qu'on a vu durant le début de show, que des cabrioles, que des numéros de gymnastique avec zéro vente. Parce que oui, je l'ai vu ça de très près et j'étais en mode putain, mais pourquoi vous vendez pas, bande d'abrutis? Et ça me sort carrément du match. Et pourtant, bien sûr, il y a Jon Moxley dans le match et pourtant, lui, il n'est pas épargné, hein. Je l'épargne pas du tout plus que ça. Même Ospreay, hein, ça lui arrive aussi de no-sell la plupart des trucs. Quand il faut no-sell, ça c'est le genre de truc que je rejette complètement. Et du coup, tout ça me sort complètement du match. J'étais en mode, est-ce que c'est de la vente ou de la fausse vente? J'en ai aucune idée, bordel de merde. Parce que même si j'étais presque persuadé que ce serait les Death Riders qui espéraient d'avoir un avantage certain dans le match, mais tout va vite partir en désastre quand Jon Moxley va commencer à péter un câble et qui va commencer à prendre une chaise, et du coup il veut prendre la liberté, il envoie valdinguer l'arbitre qui se fait appeler Rick Knobs, il me semble que c'est comme ça comment il s'appelle ce con. Donc il se fait valdinguer, il veut prendre la liberté, mais Ospreay l'en empêche d'utiliser la chaise. Et pourtant, l'un des Bucks lui envoie un super kick, et comme par hasard, l'arbitre se relève comme si de rien n'était. Super la logique, hein. En sachant qu'il y a eu utilisation d'armes, il n'y a pas de disqualification, c'est quoi cette connerie? Et puis c'est à ce moment-là auquel les Young Bucks vont commencer à faire leur super kick party. Donc bien sûr, des super kicks du côté droit, du côté gauche, sur Jon Moxley, avant d'effectuer un BTE trigger et enchaîner des super kicks alors que Jon Moxley est à genoux, en train de les faire des fucks. Donc il se mange encore du côté droit, du côté gauche, des super kicks à gogo, jusqu'à ce qu'il y ait un ultime super kick qui vient l'assommer pour de bon. Et du coup c'est au compte de 3 que les Young Bucks remportent le match. Ce match-là, j'ai pas apprécié, franchement. Pour moi, c'était nul à chier. Je suis désolé, mais moi, je n'ai pas apprécié ce match-là. Parce que en faisant des tas de merde auxquels ils ont pu faire, ça prouve à quel point que ça me désintéresse complètement de ce que je peux penser. Peu importe qui remporte ce match qui sort grandi, c'est pourri en fait. Même s'il va y avoir de la dissension entre Moxley et Will Ospreay, qui vont bien sûr se parler dans les coulisses, après une interview de René Paquette, et j'en passe d'autres, ça tease comme quoi ça pourrait aller mal, mais bon, qu'est-ce que ça peut faire en vrai? Je sais pas quoi en dire là-dessus. Si ce n'est que je passe au match numéro 4. Et le match numéro 4, c'est pour le titre international de la AEW entre Cal Fletcher, la protostar, contre Bandido, l'homme le plus recherché. Ouais, on pourrait dire ça. Le champion international de la AEW contre le champion du monde Ring of Honor. Et là, à l'instant T, je m'étais dit, pourquoi pas mettre le titre Ring of Honor en jeu en même temps que le titre international pour voir s'il a encore de la valeur. Enfin, est-ce que le titre peut avoir toujours de la valeur alors que le show global complet de Ring of Honor n'a plus du tout aucune valeur? C'est ce genre de truc auquel je me dis je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas du tout. Puisque c'est comme ça, par pitié,
que la Ring of Honor ferme définitivement ses portes et qu'on n'en parle plus. Parce que à quoi ça sert de l'utiliser s'il est plus autant utilisé à sa juste valeur? Franchement. Mais bon, pas là pour parler de ça, ce n'est que le match en soi, j'ai bêtement cru que Bandido allait créer l'exploit. Parce que pourtant j'étais en mode c'est sûr ça va être Kyle Fletcher qui va remporter le match. Oui, c'est évident qui pourrait remporter le match, mais il y a des moments j'ai bêtement cru que Bandido allait remporter le match, hein. Parce que non seulement il utilise beaucoup de voltige mais un peu de puissance, et ça auquel je me dis bah il y a peut-être moyen, mais il y avait des quelques trucs auxquels ça peut forcément pas passer, mais à part les trucs très, très surprenants auxquels il faut retenir, même si Bandido était presque à deux doigts de remporter le match, ben c'est en fin de compte Kyle Fletcher qui va avoir l'avantage, qui va revenir en état de forme physique olympique, en battant, tout d'abord en faisant ses enchaînements de Snake Eyes, comme on utilise un coup de javelot sur Bandido, puis un running kick dans le coin, et il va en terminer avec un explodeur Brainbusters du haut du coin de la troisième corde, et que suite à ça, c'est comme ça comment il remporte le match. Donc Kyle Fletcher conserve son titre international de la AEW, et du coup, ben, je pense que c'est officiel et signé. Il affrontera Mike Bailey lors de Grand Slam Mexico. Est-ce que c'est un épisode de Dynamite ou de Collision? Bah, je pense que c'est peut-être un épisode de Dynamite qui qualifie Grand Slam Mexico. Donc à l'Arena Mexico tout simplement, dans l'arène de la CMLL. Enfin, si c'est toujours la salle de la CMLL. Mais voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Si ce n'est que victoire de Cal Fletcher, je passe au match suivant. Et le match suivant, c'est le match numéro 5. Un match par équipe de double chaîne. Entre les anciens membres du Bullet Club. Et oui, d'un côté, on a les anciens Bullet Club War Dogs, qui sont maintenant venus en tant que Dogs, les chiens. Donc David Finlay et Clark Connors. Et de l'autre côté, les anciens Bullet Club Gold, anciens Bang Bang Scissor Gang, qui est totalement what the fuck, je vais pas vous le mentir, mais ils se font tout simplement appeler Bang Bang Gang. Donc équipe composée de Jay White et de Juice Robinson. Comment dire de ce match? Je pourrais dire que ça a parti en couille. Ça a beaucoup utilisé les coups de chaîne. Mais est-ce que le public était fort emballé? Est-ce que c'était du énorme, du jamais vu? Moi, ce que je pourrais dire, c'est que tout a un peu gâché lorsque les Death Riders vont commencer à intervenir dans le match. Je pense que c'est Daniel Garcia et Wheeler Yuta qui vont se mêler à la fête, et que ça va forcer forcément la moitié des membres du Bang Bang Gang pour intervenir pour sauver leurs potes. Je pense qu'il y a les Guns Brothers, donc Austin Gunn et Colton Gunn, et Ace Austin qui se mêlent également. Et qu'à la foulée, il me semble que Marina Shafir va s'emparer du Shillelagh. Il me semble que c'est le sceptre du père de David Finlay, donc Finn Finlay, utilisait ce sceptre, et auquel il y en a différentes façons de le prononcer. Apparemment, c'est un énorme gourdin. Et ben suite à ce gourdin, il va commencer à frapper avec. Je crois que c'est sur Jay White, il me semble. Peut-être sur Juice Robinson, peu importe. Enfin, il vise Jay White, il frappe avec, et suite à ça, eh bien, c'est le compte de 3 pour la victoire. Donc c'est victoire des Dogs, donc les chiens. Ah, comme quoi dans le monde du catch, je me demande pourquoi il y a énormément de chiens, pourquoi les chiens dans le monde du catch. Je sais que ça peut être connu, il y en a des gros chiens et des grosses chiennes dans le catch, mais bon, ils savent pas s'inspirer d'un autre animal mieux que ça. J'en ai aucune idée, mais bon, il faut avoir de l'inspiration, quoi. Mais bon, victoire des Dogs, on n'en parle plus. Maintenant, match numéro 6. Et pour ce match numéro 6, eh ben, c'est un match pour le titre féminin TBS de la AEW entre Maya World contre Hikaru Shida. Ce match-là, je pense que c'était pour espérer d'avoir
peut-être pour hyper ou mieux mettre over Maya World. Et j'espère pas que c'est pour un traitement de faveur. Parce que si c'est cela, ben, ils sont en train de faire la même connerie que font la WWE. Enfin, à l'occurrence, c'est Tony Khan qui fait à peu près les mêmes conneries. Je sais pas s'il s'en amuse ou tout simplement il est totalement teubé. J'en ai vraiment aucune idée sur Tony Khan. Mais bon, tout ce que je pourrais dire, c'est que concernant le titre sur Hikaru Shida, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de lui donner un titre en sachant que même depuis qu'elle est à la EW et que peu importe les titres mondiaux qu'elle a remportés, je ne pense pas que ça évolue grand-chose avec elle. Je, je pense que Maya World pourrait peut-être être une bonne championne si tout était bien exécuté, enfin entre guillemets, mais pour Hikaru Shida, je me dis non, c'est pas forcément intéressant avec Hikaru Shida. On en a déjà eu des illustrations par le passé lorsqu'elle était championne du monde féminin de la EW, notamment des affrontements contre Rio, Nyla Rose, Britt Baker, Thunder Rosa, Jamie Hayter, Saraya, Tony Storm, Chris Statlanders, et j'en passe des noms. Je me dis, non, c'est pas forcément intéressant. Je me, je pourrais dire, même si, attention, je ne dis pas au niveau de la personne qu'elle est en soi, mais je pense que en tant que performeuse, elle est devenue médiocre. Ça, c'est que mon avis, hein. C'est que mon avis, si ce n'est que dans le match, j'ai pas grand chose à en citer, si ce n'est que elle a essayé de battre à plusieurs reprises Maya World, mais sans succès, alors que Maya World, elle, va réussir à battre Hikaru Shida en utilisant un Fallaway Slam avec Ponté, et suite à ce manœuvre-là, elle remporte le match. Donc c'est Maya World qu'elle devienne la nouvelle championne du monde TBS de la AEW, alors qu'on pourrait dire que Hikaru Shida a été une championne de transition. Est-ce que Maya World sera également une championne de transition, en sachant qu'on a beaucoup des catcheurs et catcheuses qui deviennent championnes ou champions de transition? C'est un truc de ouf, rien que d'y penser. Plus j'y pense, plus j'en parle, plus j'ai envie de dire, ouais, j'ai envie de passer à la suite, parce que ça me gonfle rien que d'y parler. Mais bon, victoire de Maya World, je ne vais pas cracher dessus, merci bien. Maintenant, je passe au match numéro 7. Et le match numéro 7, c'est pour le titre du monde par équipe de la AEW, mais cette fois-ci, bah, match à 4, ou 2 si vous préférez, 2 contre 2. Donc, la première équipe, KJ Cope, ou alors Cope et Cage. Donc, équipe composée de Cope, Adam Copeland, Edge et de Christian Cage, ou Christian si vous préférez, contre les Death Riders, mais cette fois-ci ce n'est pas contre Moxley et Ospreay, non, cette fois-ci c'est contre Claudio Castagnoli et le bâtard Pac. Alors, certes, le match était plutôt bon, je vais pas vous le mentir, moi j'ai plutôt bien aimé. Je sais que la plupart des matchs, je sais que beaucoup ne seront pas forcément d'accord, mais il faut comprendre un peu mon avis. Je respecte votre avis, il faut que vous respectez le mien. Je suis bien d'accord que la plupart des matchs, il y en a que vous avez bel et bien apprécié, mais moi, il y a quelques matchs auxquels je pourrais dire qu'ils sont bons, mais, euh, mais est-ce que ça a été bien raconté, mieux construit? Comme je l'ai dit, ben non, pas forcément. Alors que ce match-là, certes, il n'y a rien de raconté, ce n'est que l'enjeu, c'est pour le titre, mais que ce que je pourrais dire, c'est que le match était plutôt bon. Même si au début ça avait commencé avec une attaque directe des Death Riders. Et là je me dis, ils veulent avoir un avantage certain. Et pourtant ce sont les vieux briscards que sont Adam Copeland et Christian Cage qui arrivent à tenir tête aux Death Riders. Et oui, comme quoi c'est un peu une réalité auquel je pourrais le dire que c'est pas forcément faux ce que je pourrais dire. Et pourtant, certes, les Death Riders ont été entre guillemets vaillants, même s'ils sont pas du tout vaillants dans le match. Ils ont voulu agir comme le font chaque semaine, voire des années. Enfin, un an en l'occurrence, ou 2 ans, peu importe. Malgré tout, ce sera tout de même Christian Cage et Adam Copeland qui remportent le match en utilisant une combinaison de Unprettier Kill Switch et également un pop-up spear à la volée, parce que c'est Adam Copeland qui effectue le spear. Et du coup, suite à ça,
bah, c'est Adam Copeland et Christian Cage qui remportent le match et qui conservent les ceintures par équipe de la AEW. Et puis, t'as ces tocards, ces jobbers, que j'aimerais les surnommer, parce que oui, ils ont un physique de jobber. Donc les Young Bucks qui défient Adam Copeland et Christian Cage et qui se dit ouais, on se voit à All In à Londres. Et là, c'est vrai, quand je me dis ça, je me dis franchement, les gars, vous pensez que vous faites peur à Adam Copeland et Christian Cage? Non, 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 moi je pense pas. Moi, c'est plutôt l'inverse. Oh là là. Ah, faut dire, j'ai essayé de dire du bien des Young Bucks hein, depuis quelques mois, mais quand je me rends compte des stupidités, la ridiculerie, oui, la ridiculerie que je pourrais dire là-dessus, j'ai envie de dire, ouais, c'est ça, putain, mais j'espère pas qu'Adam Copeland et Christian Cage vont le perdre. Et pourtant, je le sens arriver gros comme une maison qui sont capables de donner le titre. J'en suis persuadé. Mais bon, oh là 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 là. Oh, ça va être difficile. Je vous dis, hein, ça va être compliqué pour moi de bien en dire là-dessus. Maintenant, c'est le match numéro 8. Un match no DQ, donc sans aucune disqualification. Entre celui qui a récupéré sa gimmick la plus dangereuse, la plus violente, donc la gimmick du Painmaker, oui, je parle bien sûr de Chris Jericho contre Tommaso Ciampa, le entre guillemets Psycho Killer, le tueur psychopathe. Ouais. Alors, tout ce que je pourrais dire, certes, c'est un match où tout est permis et auquel tous les armes sont introduits. Oui, forcément, tous les armes sont introduits, c'est logique. Et on a pas mal eu de références sur le hockey. Alors, je suis un peu désolé pour toutes les équipes de hockey et pour la discipline en soi, mais je suis pas trop gros connaisseur. Mais tout ce que je sais, c'est que lorsque Tommaso Ciampa commençait à prendre le t-shirt de l'équipe, c'est sûr que le public ne va pas le prendre très très bien. Et on pourrait dire qu'ils ont eu une bonne réaction en huant Tommaso Ciampa. Et ça, je me dis, ok, ça peut le faire, je peux comprendre. Au moins une réaction qui fait que ce show espère avoir au moins une bonne réaction digne de cela. Puis ensuite, après pas mal d'objets introduits comme la crosse de hockey et l'espèce de rondelle qu'on fait glisser sur glace, mais qui était entourée de punaises. Et oui, il y avait des punaises. Et également les utilisations de miroirs, une version miroir normale et la version miroir du Painmaker. Donc ça, c'est Chris Jericho qui les a introduits dans le match. Et également une coudière entourée de punaises. Donc vraiment tout couvert, hein, tout couvert de punaises. Et que certes, Tommaso Ciampa était presque à deux doigts de battre Chris Jericho, mais qui n'a pas réussi à le battre. Et quant à Chris Jericho, lorsqu'il a utilisé la coudière de punaise avec un ultime Judas Effect, eh ben je me dis, là il pourrait peut-être faire la différence parce que je vois pas pourquoi certains s'en relèveraient d'un Judas Effect. Eh ben en fin de compte, Tommaso Ciampa s'en relève d'un Judas Effect. Et là je me dis, what? What? Donc ça veut dire, au fil des ans, lorsque Chris Jericho a découvert son coup de coude qui a été dévastateur, qu'il appelle le Judas Effect, au fil des ans, personne n'en s'en est jamais relevé, et que là, bizarrement, on s'en relève. Donc ça veut dire le finish, il est plus protégé. Donc on sait que ce finish est un peu merdique, je vais pas vous le mentir. Ce finish est vraiment merdique, mais sans relever de ça, je me dis, autant pour le Codebreaker, ça a été une prise auquel on pouvait peut-être pas s'en relever jusqu'à ce qu'on décide de ne pas protéger les prises finish. D'ailleurs, tous les prises finish maintenant ne sont plus du tout protégés. Hein. Ça, je peux vous le dire. Eh bien, même ça, on s'en relève de tout. C'est un truc de ouf. Donc, c'est-à-dire, on fait plein de spots. On veut décrédibiliser la plupart des prises qui étaient infinies et que maintenant des prises basiques. Et que maintenant, on rend tout ça en ridicule. C'est un truc de ouf. Et du coup, même si Tommaso ne s'en relèvera, enfin,
il s'est relevé du Judas Effect. En fin de compte, il va soumettre à la pression lorsque Jericho va utiliser... alors je crois que c'est une perceuse, je crois qu'il y en a qui appellent ça une perceuse. Moi j'appelle ça une foreuse, l'outil qu'on utilise. Et du coup, je me dis, à mon avis, il veut lui fourrer le crâne. Donc, du coup, ce qu'il va faire Jericho, ben, c'est un peu violent ce qu'il va effectuer. Il va utiliser ben, la fourreuse et va lui, ben, tout simplement lui fourrer le crâne, lui faire un énorme trou. Et du coup, ben, suite à ça, eh bien, Tommaso Ciampa décide d'abandonner. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de trucs, hein, notamment l'utilisation de sable ou de urne, je crois que c'est ça, ou de la poudre même de l'extincteur, et également du green mist. Et ben, suite à ça, lorsque Jericho a utilisé une fourreuse pour fourrer le crâne de Tommaso Ciampa, eh bien, c'est tout simplement lui qui remporte le match. Donc, en fin de compte, le véritable Psycho Killer, ben, c'est le Painmaker. Oui, c'est Chris Jericho himself. Donc voilà, victoire de Chris Jericho, et auquel ben, il y aura peut-être d'autres histoires avec lui, sûrement, et certainement, quoi. Mais bon, je passe à la suite. Et le match suivant, c'est le match numéro 9. Pour le titre national de la AEW. Donc après international, maintenant, on a national seulement. Ok. Donc Andrade El Idolo contre Mark Davis. Alors, celui qui veut tout simplement se venger ou voire détruire de l'intérieur la Don Callis Family. Même si pour le but de Andrade, c'est de devenir champion mondial de la AEW, un truc qui n'a pas réussi face à MJF, malheureusement. Mais en fin de compte, il veut capturer un titre secondaire, qui n'apporte pas forcément grand-chose. Soit c'est un titre secondaire ou un titre vraiment mineur de chez mineur, un titre de jobber, si on pourrait qualifier ça comme ça. Et que... je sais pas quoi en penser de ce match-là, franchement. Je pourrais pas dire qu'il était merdique, mais je peux pas dire qu'il était si emballant que ça. Si ce n'est que certes, Andrade fait ce qu'il fait de mieux, essaie de nous divertir, et aussi quand il voit une jolie fille, c'est sûr qu'il est pas loin pour effectuer un selfie et une pose plastique, et de mériter un petit bisou de la jante féminine. Ok, ça peut être sympa, ça peut le faire kiffer pour lui. Mais est-ce que ça vaut la peine de tout? Je sais pas trop quoi en penser, hein, franchement. Vraiment, je sais pas quoi en penser de tout cela. Si ce n'est que Mark Davis était presque à deux doigts de battre Andrade, mais c'est en fin de compte Andrade qui va réussir à créer l'exploit en battant Mark Davis. Enfin, Mark Davis, et qui devient le nouveau champion national de la AEW. Ok, super, il a gagné le titre. Est-ce qu'il va encore être en feud contre la moitié des membres de la Don Callis Family, bien sûr? Aucune idée. Mais bon, de toute façon, ce sera pour d'autres prochaines histoires qui s'en suivra. Et maintenant, c'est pas le main event, hein. Non, ce n'est pas encore cela, mais plus que 2 matchs après c'est terminé. Et le match, c'est un match numéro 10 pour le titre du monde féminin de la AEW. Entre tout simplement Willow Nightingale contre Tekla. Je sais pas si c'était voulu qu'on veut saboter le règne de Tekla. Enfin, je crois. Vu comment, certes, elle affronte Willow Nightingale, et auquel je me dis, c'est fort possible qu'ils vont la faire gagner le titre à Willow. Alors, je sais que toi, Pierre-Paul, tu étais plus du côté de Willow Nightingale. Je je ne dis pas que tu n'as pas le droit. Enfin, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux adorer la plupart des individus que tu apprécies. Mais est-ce que ça pourrait mener quelque chose de grandiose, de si excitant? Je sais pas quoi en penser, hein, parce que il y en a eu pas mal de choses qui s'en est suivi. Certes, il y a quelques semaines qui sont passées, notamment AEW Spin Break, lorsque Kyle Fletcher avait battu Konosuke Takeshita pour le titre international, et auquel je me dis, ok, nouveau champion et tout, mais est-ce que ça pourrait mener à quelque chose de si spécial? Non, je suis très... je suis... Je sais pas quoi, j'ai un peu du mal. Je sais même pas trop quoi en penser de tout cela, si ce n'est que certes, le match
avait eu ce qu'il avait eu, même s'il y avait une intervention de Sky Blue qui essayait de distraire Willow Nightingale pour ne pas remporter le match. En fin de compte, c'est raté, vu comment le match se poursuit toujours, et que Willow Nightingale va réussir à surprendre Tekla, alors que Tekla essayait d'elle-même surprendre Willow Nightingale, mais c'est elle qui va se prendre au dépourvu. Je crois que c'est un mélange de petits paquets et de backslide auquel elle va réussir à clouer les épaules de Tekla au sol et remporter le match. Donc vous avez compris, c'est victoire de Willow Nightingale, qu'elle devienne la nouvelle championne du monde féminin de la AEW. Et du coup, ben, vu comment c'est vrai qu'il fallait un babyface pour affronter Mercedes Moné à All In à Londres, au lieu d'un heel contre heel, je... Après, je pourrais un peu comprendre l'idée, mais est-ce que... Ah, je sais pas quoi en dire. Je sais pas quoi en dire. Ce n'est que, ok, elle est championne. Est-ce que ce sera une championne de transition ou une championne qui sera bien établie? Parce que pour l'instant, on ne pourra pas dire que c'est bien parti pour Willow Nightingale. Ce n'est que, ok, elle est championne. Ok, on est content. Et qu'elle célèbre avec la conglomération, qu'on lui offre un nouveau cartable. C'est comme si elle était presque à deux doigts de retourner à l'école. En même temps, quand on voit la conglomération et qu'ils ont des sacs à dos sous les épaules, on se dit, ok, eux, ça se voit qu'ils n'ont pas terminé l'école. C'est ce que je me dis, hein. Moi, c'est ce que je me dis, hein. Mais bon. Victoire de Willow Nightingale, ok, super. Maintenant, ben, je passe au match numéro 11. Et ce match numéro 11, c'est tout simplement le main event pour le titre du monde de la AEW. Et oui, entre le champion du monde de la AEW, Kenny Omega, contre l'OVNI Jet, le champion TNT de la AEW, Kevin Knight. Oui. Et par contre, le titre TNT, c'est sûr que lui, il ne sera pas mis en jeu. Et pourquoi on en est arrivé ici, avec ce match-là? Bon, je pourrais commencer sur Kenny Omega. Alors, tout ce que je sais, lors du show AEW Dynamite Spin Break, il y a eu un match entre lui et MJF pour le titre mondial. Donc c'est à peu près leur troisième affrontement, mais deuxième de cette année. Et auquel, ben, cette fois-ci, ce sera Kenny Omega qui va triompher de MJF et devenir le nouveau champion du monde de la AEW. Et pour confirmer à quel point ben, il veut affronter Will Ospreay à All In à Londres. Oui. Mais il a fallu que Kevin Knight arrive pour défier le champion, parce que tout simplement, monsieur veut encore plus d'or sur ses épaules ou sur ses hanches. Et c'est comme ça comme on en est arrivé ici, entre Kevin Knight et Kenny Omega. Je pourrais dire que ce match était à peu près bon dans l'ensemble. Est-ce que c'était mieux raconté par la suite? Ça, j'en doute très très fort. Très très fort même. Si ce n'est que... Comment résumer? V-Trigger, Super Kick, prise aérienne, tentative de OVNI Splash, de Slap Dragons, de Powerbomb en V-Trigger, tentative de One Wing Angel qui ne passe pas, et après, multiples esquives, spot sur spot, et j'en passe de choses qui s'en est suivi dans le match, même si Kevin Knight nous a à peu près donné l'impression qu'il allait remporter le titre, et comme quoi ben, il veut devenir un grand main eventer. Ça, c'est selon ses dires. Mais en fin de compte, il va pas réussir à mieux battre ce très cher Kenny Omega. Vu comment Kenny Omega, il va prendre du poil de la bête, il va commencer à enchaîner des multiples prises, des multiples V-triggers. Et à l'instant T, il va effectuer un ultime One Wing Angel pour effectuer le compte de 3 pour la victoire et de conserver son titre du monde de la AEW. Donc victoire de Kenny Omega, et après la victoire, à peine qu'il a le temps de savourer l'instant, à peine qu'il a le temps de respirer pour mieux reprendre ses esprits, eh bien il y a les Cavaliers de la Mort qui sont encore là pour encore foutre un énorme bordel en attaquant par derrière Kenny Omega. Et là cette fois-ci c'est Daniel Garcia, Wheeler Yuta
Claudio Castagnoli et Pac, et également Jon Moxley qui est là au loin avec Marina Shafir. Donc ils passent à tabac Kenny Omega encore et toujours, et qui veulent tout simplement le détruire pour donner ça en cadeau d'argent à Will Ospreay pour All-In à Londres. Donc ils veulent déjà le détruire, mais Will Ospreay s'interpose en disant non, ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux le garder encore intact jusqu'à All-In. Donc pour ça, vaut mieux pas le détruire tout de suite. Et du coup, ben, bien sûr, Moxley tente d'essayer de retourner le cerveau de Will Ospreay en le disant tu as prêté allégeance, tu fais partie du Death Riders, alors tu dois faire ce que les Death Riders font, ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire détruire des adversaires, et qu'il va lui laisser le choix en lui donnant un sac plastique pour qu'il fait étouffer, pour que Kenny Omega suffoque suite à cet étranglement de sac plastique. Will Ospreay joue l'hésitation, même s'il y avait les Young Bucks qui sont fait détruire au passage. Donc certes, il y a de l'hésitation, mais en fin de compte, il va déchirer le sac plastique et confronter et donner un énorme coup à Jon Moxley et faire passer par-dessus la troisième corde Marina Shafir, Daniel Garcia et Wheeler Yuta, et claquer un énorme Hidden Blade à Pac, et même faire passer Claudio par-dessus la troisième corde également, j'ai oublié. Et du coup, il s'est mis à dos les Death Riders parce que tout simplement, il veut pas détruire Kenny Omega. Il veut pas l'étouffer avec un sac plastique. Ce serait trop cruel. Je peux le comprendre. Et du coup, ça va se laisser entre Omega et Ospreay qui se regardent et qui se disent ouais, j'ai énormément de respect pour toi parce que on sait qu'on s'est déjà affronté par le passé, mais tout ça, c'est que du passé. Alors du coup, laisse-moi te montrer ma gratitude et que tu es tout simplement celui que je respecte le plus. Alors du coup, je t'offre le titre et j'espère qu'on va s'affronter à All-In et qu'on va nous sortir un énorme classique. Voilà comment on nous décrit tout ça. Puis après que les deux ont pu célébrer avec le public, chacun à leur tour, eh bien Will Ospreay, certes, il ne s'attendait pas du tout qui va se faire avoir par Kenny Omega qui va lui claquer un One Wing Angel. Donc c'est sûr que Kenny Omega lui claque un One Wing Angel et qui lui défie en disant ah, t'aurais dû surveiller tes arrières, mais certes, toi tu dis que t'as du respect pour moi, mais moi je suis là pour gagner et montrer à quel point je suis le champion suprême. Et du coup, on va s'affronter à All-In à Londres. Et ce qui est sûr, je sais que je vais pas te faire de cadeau. Et voilà comment se termine avec les Young Bucks et Kenny Omega qui clôturent la soirée et qui clôturent le show tout simplement de rédemption. Alors, certes, cette fin est un peu pourrie avec les Death Riders qui foutent la merde, je suis d'accord. Même moi, j'étais un peu très déceptique quand j'ai vu ce segment-là. Et je me dis, encore, pourquoi et toujours les Death Riders qui interviennent comme si son babyface et il est à la fois, ça n'a strictement aucun sens, franchement. Je sais pas trop quoi en penser de ce show. Hein. Bon, d'un autre côté, je comprends que certains puissent l'adorer, mais je peux comprendre pourquoi certains n'ont pas réussi à accrocher. Et du coup, j'ai essayé de m'accrocher plus que ça à ce match-là, enfin, à ce show en globalité. Je pourrais dire qu'il y a quelques matchs qui sont bons, et d'autres qui sont pas à conseiller, quoi. Je veux dire qu'il y en a qui sont pas forcément top. Et je suis désolé de dire ça, hein, mais c'est tout ce que je peux en dire là-dessus. Mais bon, je pense que j'ai assez tout dit sur AEW Redemption. Je sais qu'il y aura d'autres shows à venir que je vais en parler, notamment le show de la AAA. Je ferai une review complète quand tout sera énormément complète, dès que ça arrivera. Et je ferai également une review sur SummerSlam, auquel c'est sûr ça va arriver du lourd, du très très lourd. Donc voilà, maintenant je vous laisse là-dessus. Et merci bien à tous. Voilà, la vidéo touche à sa fin et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram et surtout mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez
vraiment aimé cette vidéo de review. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, donc DVD Pro Catch / Mister Review, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review. À plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde, et surtout, vive le catch!